quand tu lances une startup, ce qui est génial, et ça c'est vraiment le truc à retenir, c'est juste que tu vas développer des compétences plus vite que quiconque parce que tu en auras besoin, parce que c'est ça qui va te faire... C'est le seul truc qui peut te maintenir la tête hors de l'eau. C'est apprendre des compétences pour gérer ce qui va faire que tu vas pouvoir survivre un peu dans la vie. Benjamin, merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Bienvenue dans le podcast de YouStart. Merci à toi de nous entendre. Donc je t'ai invité parce que tu as cofondé Exclusive Event. Tout à fait. Est-ce que tu peux expliquer ce que fait ta startup, ton projet de startup? Alors en gros, notre boîte donc, qui a été lancée il y a plus ou moins 3-4 ans, c'est une boîte d'événementiel, donc internalisant plusieurs services. Donc le service brasserie, donc c'est un service brasserie drink commun. Un service son et lumière, donc qui est un service de location de son et lumière, de prestations DJ, donc de matos, etc. Et ensuite un service de photographie qui a été lancé en dernier. Ok, d'accord. Donc si en gros si j'organise une soirée et que je veux un photographe, un DJ et de la boisson, je viens chez vous. Tout à fait. Avec tout ce qui est service également, genre barman ou autre, on peut fournir tous les services. Plus ou moins tout est internalisé, en tout cas pour une soirée classique, sauf traiteur. Ok, d'accord. Donc pas la nourriture. Si j'ai pas d'endroit, est-ce que je peux vous demander de m'aider à trouver quelque part? Tout à fait. On est là pour aider et pour donner des conseils aux gens parce qu'on a une bonne base donc de données en fait avec énormément de salles. Donc on arrive. C'est très fréquent qu'on conseille simplement des gens qui veulent pas faire appel à nous pour nos services, mais qui nous demandent juste tiens, est-ce que vous avez pas une idée de salle ou autre? Ah ok, d'accord. On peut les aider, mais bon après c'est clair que. Et genre t'es rémunéré quand tu donnes un conseil, mais sans plus. Non, ok, d'accord. Donc c'est du bénévolat. Enfin, pas du bénévolat, mais c'est de l'aide. On va pas s'en vanter de le faire gratuitement, de donner des conseils, mais on le fait quand on nous pose des questions et on le fait avec volontiers. Ok, d'accord. Ça nous prend très peu de temps et c'est toujours. C'est potentiellement des futurs clients également. Oui, c'est ça. Tu te dis, ah, j'ai été satisfait, ils m'ont aidé. Tout à fait. Si j'ai besoin de quelque chose en plus, j'irai vers eux, quoi. C'est logique. Oui, exactement. Tu donnes pour éventuellement recevoir derrière. Oui. Après, on sait que s'il n'y a pas toujours du tout de retour, donc je dirais qu'ici, c'est... Bon, après, c'est pas très fréquent, mais du coup, c'est vraiment plus un don qu'un contre-don. Ok, d'accord. Et tu as cofondé ça avec 2 autres personnes? Tout à fait. Donc, comment est-ce que l'équipe s'est formée? Comment est-ce que vous avez décidé de lancer cette start-up? En fait, elle a été lancée à 4 il y a plusieurs années quand on commençait nos études. Ensuite, l'un nous a quittés petit à petit. Et ensuite, donc, à 3, on a commencé à développer le projet très lentement en réinvestissant à chaque fois nos gains en fait, directement dans du matériel. Ce qui fait qu'on n'a jamais grandi rapidement en faisant un emprunt, par exemple, comme une start-up classique. Du coup, on a grandi sans risque et pendant plusieurs années, donc sans entreprise. Le temps de développer, parce qu'on c'était un petit, on développait un petit projet et puis ça a commencé à prendre de l'ampleur petit à petit. Donc, en fait, vous étiez tous les 4 et vous avez dit on va organiser on va aider les gens à faire leur soirée. Et comment ça, c'est quoi votre première étape? Avec qui vous êtes allé voir? À qui vous êtes allé parler? Comment ça s'est fait au début, quoi? Alors, ça a été justement un peu un côté très amateur qui était qu'on avait quelques lumières qu'on a commencé à louer parce qu'on nous a demandé une fois, puis une deuxième fois, on organisait des nouvelles en fait de nos années. Et puis petit à petit, on a commencé à louer plus de matériel et à faire DJ en même temps. Ce qui nous a amené à toujours racheter du matériel pour investir donc toujours plus. Et avec évidemment, on a prêté de l'argent nous-mêmes, on s'est autofinancé. Je dirais parfois par milliers d'euros. C'est sur fonds propres, C'est ça. Par milliers d'euros, je dirais. Et puis après, on attendait à chaque fois de se faire rembourser et puis on investissait, ainsi de suite. Donc au début, vraiment, pendant je dirais, les 2-3 premières années, on a fait très peu appel à des aides extérieures, si ce n'est un expert fiscal, si je ne me trompe pas, qui nous donnait régulièrement des conseils, en tout cas pour notre futur statut, nos futurs statuts, etc. Et quel type de société choisir en fait. Quelle structure et quel type de boîte s'orienter? Plutôt SPRL ou qui est le classique en général. Ou justement ici, dans ce cas-ci, on a fait une SNC, donc qui est une société en nom collectif, donc qui n'a pas de personne morale. Et donc, ce qui n'était pas nécessaire en fait, parce que comme on ne fait pas d'emprunt, on a très peu de risques à supporter.
si on est couvert en tout cas par une assurance pour tout ce qui est dégâts physiques par contre. Et ça c'est le cas et donc oui, tu as intérêt à être couvert si jamais il y a un problème sur ton matériel ou quoi. Ouais. Et donc ouais, vous décidez de vous lancer, mais pourquoi est-ce que vous décidez d'organiser des soirées? Est-ce que vous étudiez un domaine qui était plus ou moins en lien? Est-ce que vous étudiez un domaine, enfin, pourquoi vous vous êtes orienté vers ça? Alors donc, comme je le disais, on organisait des soirées de Nouvel An et des soirées de nos années en fait, en secondaire. Ouais. Et ça nous a amené à apprécier en tout cas ce genre d'événements, d'organisation en fait. Genre, énormément de gens en fait sont intéressés par de l'événementiel et c'est très fréquent qu'on nous dise tiens, j'ai toujours rêvé de faire de l'événementiel mais je crois que j'ai aucune qualité pour ça et donc je le ferai jamais, je me lancerai jamais. Et en fait voilà, nous on a mis un peu sur ce projet commun, on a fait un peu un projet commun sur base de ces envies. Ok. Donc c'était votre envie en fait, vous vouliez faire ça, ça partait vraiment d'une envie quoi. C'est ça, petit à petit, en voyant les choses évoluer, on se disait tiens mais pourquoi pas lancer un projet. Et c'est vrai qu'au tout début les gens te rient un peu au nez en mode genre mais c'est quoi ça comme projet, genre c'est du fake, enfin genre ça c'est rien de concret, genre vous êtes minus, ça ressemble à rien. Enfin, et c'est vrai qu'il faut quand même rester assez motivé genre, et vraiment continuer c'est ça sur la durée pour que le projet se développe de plus en plus. Et ce qui nous a maintenant amené à avoir 50% de chiffre d'affaires en plus chaque année. Ok, d'accord, donc il y a une croissance. Wow. Avec une croissance très, très importante. Mais c'est évident vu qu'au tout début, tu n'as que quelques locations. Et ensuite, le bouche à oreille fait énormément effet. Puis après, bon, tu as un peu de marketing ou autre. Mais c'est clair. Et du coup, maintenant, par contre, seulement, on a commencé à avoir des coachs avec l'incubateur. Sans en faire partie. On espère en faire partie ici en début d'année, on doit déposer notre candidature. On a eu justement nos premiers coachs un peu, Vincent Werbrook, qui est quelqu'un de vraiment fantastique, très chouette, qui nous a énormément permis de développer justement un peu ce côté plus professionnel, chose qu'on avait très peu abordé. C'était amateur en fait. Tellement on était en fait, quand tu n'es pas encore dans un côté entreprise, je crée un projet comme une entreprise. Tu le vois pas en mode genre je vais faire un business plan, tu es en mode genre j'agis et ensuite je vais rectifier, je vais changer les choses quoi. Et ça c'est c'est le deuxième mode de fonctionnement pour une création de start-up. Et au final, je pense que ça vaut mieux d'agir comme ça, d'abord faire et puis ensuite réfléchir. Tout à fait. Parce que si tu restes dans ton bureau et dire ok, je vais faire ce business plan, ce business model, je vais faire ça, mais que tu passes pas à l'action, tu n'as pas de retour du marché. Et donc tu sais pas en gros si ça va véritablement fonctionner ou pas. Donc je pense que pour moi, d'après moi, c'est mieux d'abord passer à l'action et puis ensuite tu réfléchis. Je pense aussi, c'est ce qu'il en ressortait justement d'un article qui avait paru un peu sur les startups et l'accompagnement des startups. Et en fait, ce qui pointait, c'était que tous ces incubateurs qu'on a justement en Wallonie ou autres, aident énormément les startups, mais d'un côté, ils ne les aident pas exactement parce qu'elles les protègent trop en fait. Et du coup, ces startups sont parfois un peu cachées de la réalité, d'une réalité de requin justement, comme on le dit souvent. Et du coup, quand on est lâché dans le grand bain, après c'est par exemple 1, voire 2, 3 ans d'incubateurs ou d'accélérateurs, qui sont eux pour plus ou moins 6 mois en général. C'est parfois très dur justement d'avoir en fait, tu sors d'un cocon quoi. Exactement. Tu es hyper protégé. Alors d'un côté, c'est rassurant parce que tu te dis ok, je suis incubé, je suis entouré. Mais l'inconvénient, c'est que je pense que ça te donne un sentiment d'accomplissement. Et tu te dis, c'est bon, je suis déjà incubé, j'ai moins l'impression, j'ai déjà accompli quelque chose. Donc, sur papier, tu as fait énormément, mais pas encore dans la réalité. Et c'est là qu'il faut tout faire et que tu vas enfin être en prise avec genre, les premiers challenges non techniques, mais de réalisation et de… C'est clair, c'est un problème. Et donc justement, vous n'êtes pas encore incubé, ce qui est quand même rare pour une start-up, une entreprise qui a déjà 4 ans d'existence. Comment est-ce que vous avez fait pour vous en sortir au début? Parce que je pense que le marché de l'événementiel, c'est quand même un marché où tu as quand même pas mal de concurrence. Comment tu te démarques et comment tu fais pour survivre face à autant de concurrence? Donc on a commencé petit à petit avec le bouche à oreille, toujours. Ensuite, en rajoutant par exemple le service photo, ça fait aussi un énorme gain de visibilité. Oui, c'est ça. Qui est assez hallucinant parce que là, je discutais avec des pionniers qui me disaient tiens, le logo que tu as sur ton bracelet là, c'est quoi? Et puis ça me dit quelque chose. Puis je fais c'est Exclusive Event, c'est une boîte que j'ai lancée avec des amis. Et là, ils me disaient mais c'est un logo super connu, non? Genre, on l'a déjà vu en photo à nos soirées ou à d'autres soirées, etc. Tu le vois, tu l'imprimes dans ta tête, tu sais pas exactement ce que c'est, mais ça te marque.
Exactement, et ça faisait super plaisir, mais ça sortait de nulle part, quoi. J'étais, mais comment vous êtes pas censé connaître ça? Et puis le pire, c'est qu'il disait qu'il l'avait vu dans plein d'albums différents ou autres. Et soit, du coup, c'est vrai que cette visibilité, on commence à la ressentir très fort. Ouais. Ça a pris du temps parce que le bouche à oreille, ça prend pas mal de temps. Mais comme l'événementiel, en fait, l'événementiel, c'est très concurrentiel, mais ça se base sur l'informatif. Enfin, les gens qui sont pas au courant, au final, qu'il y a telle ou telle boîte, pourront pas aller leur demander des devis. Ouais. Et comme c'est beaucoup de particuliers qui sont dans la concurrence, ça en fait une fausse concurrence. Okay. La vraie concurrence, je dirais qu'elle est là pour tout ce qui est budget un peu plus élevé, tout ce qui est soirée rallye par exemple, les mariages. Donc là, ça va être une bonne question de référencement Google, chose sur laquelle on a commencé à fort travailler l'été passé et cet été. Le site, pareil, une refonte complète un peu de nos designs. On a vraiment très fort évolué justement d'un look très amateur à quelque chose de plus pro. Ouais. Parce que nos soft skills dans tous les domaines se sont énormément développés et c'est ça qui est fantastique. Genre, tu apprends à faire de la finance, mais ça, quand tu as ta première comptabilité, c'est quelque chose d'assez sérieux. Par exemple, là, je fais la comptabilité moi-même et pas avec un comptable extérieur. C'est extrêmement compliqué. Heureusement, j'ai pu avoir l'aide de mon père qui fait ça pas mal. Et après, à côté de ça, tu apprends énormément à faire des designs sur Photoshop, etc. Et genre, ça te développe des qualités énormes. En technique aussi, dès que tu dois repérer du matériel, chacun, disons, dans l'équipe a une spécification. Une spécificité, pardon. Ouais. Moi, j'ai les miennes. Un ingénieur civil de notre équipe, justement, a lui tout ce côté technique. Et tout ce qui est gestion plus son et lumière, par exemple. Un autre qui est en gestion avec moi. Et plus lui dans tout ce qui est service brasserie. Et un peu dans la logistique et contact. Moi, je pense qu'on sait à quel point on doit tous se spécialiser un peu dans des domaines, mais au début, lors du lancement d'une startup, c'est très compliqué parce que tu sais pas, tu as envie de tout le monde un peu faire de tout. Et après, voilà, tu te spécialises. Ouais. Mais c'est intéressant ce que tu dis, tu t'es pas intéressé au début, enfin, tu t'es pas stoppé au début à la barrière. Ah, mais je suis pas compétent, je peux pas le faire, je vais pas me lancer. Vous l'avez juste fait, puis vous avez appris tout au long du chemin, quoi. Tu apprends que tu dois apprendre à faire ça et donc tu n'as pas le choix. Et c'est ça l'énorme moteur quand tu lances une startup, ce qui est génial. Et ça, c'est vraiment le truc à retenir, c'est juste que tu vas développer des compétences plus vite que quiconque parce que tu en auras besoin, parce que c'est ça qui va te faire... C'est le seul truc qui peut te maintenir la tête hors de l'eau. C'est apprendre des compétences pour gérer ce qui va faire que tu vas pouvoir survivre un peu dans la vie. Autrement, tu ne gagneras pas. En fait, le truc, c'est d'apprendre continuellement. En continu. Voilà. Et t'as entrepris avec des potes. Ça s'est toujours bien passé? Ou il y a eu des problèmes sur le chemin, des embrouilles Donc ça s'est toujours très bien passé parce qu'on était très bons amis dès le début. Ici, je dirais que limite En fait, on commence à très bien se connaître également sur le point de vue du travail et on sait à quel point certaines discussions peuvent être arrêtées simplement si on n'est pas trop sur les mêmes avis. Il faut voir, on peut aller demander des avis externes ou autres pour un peu plus trancher. Au début, on avait un peu plus des problèmes de communication parfois entre nous, choses qui ont justement très bien évolué avec le temps. Où t'apprends, enfin c'est comme un couple, tu apprends à beaucoup mieux communiquer entre chacun et les différentes personnalités. On a des personnalités très différentes. Mais on a l'énorme avantage, et n'importe quel coach le dira, d'avoir une vision commune extrêmement forte. Et c'est ça qui fait qu'un projet peut vraiment rester, je crois, sur le long terme. On n'y est pas encore sur le long terme, mais... Pour toi, c'est ça qui est important, une équipe soudée, c'est une complémentarité au niveau du caractère, des compétences, mais une même vision. Surtout une même vision. Et on voit qu'on va au même endroit, on a le même cap. Sans une même vision, s'il y a des différends dans l'équipe, ça va juste scinder, enfin ça risque de scinder un peu l'équipe et justement de moins nous amener vers un projet commun, vers un... Et ça, donc même si dans notre parcours, on n'a pas toujours eu les objectifs à moyen terme avec une même vision, mais ensuite on en reparlait justement et parfois l'un a dû lâcher telle vision et l'autre a s'adapté à l'autre et c'est ça qui fait on met les choses au point. Et justement, comment tu t'y prends pour dire, ok, on va là et c'est ça notre vision? Est-ce que vous vous asseyez un soir autour d'une table et vous en discutez ou ça se fait par-ci, par-là? Donc en gros, chacun un peu se crée ses visions au fur et à mesure en travaillant donc dans le côté pratique. Mais à côté de ça, il y a plusieurs fois où on se réunissait en mode « bon les gars, maintenant, et c'est hyper important quand même, au moment où on voit que justement il y a un petit clivage, qu'on se mette d'accord et qu'on réfléchisse à qu'est-ce qu'on veut exactement pour telle date, qu'on avance un peu plus. » Au début, c'était très peu structuré.
tout dans la boîte en fait, je dirais. Et puis petit à petit, tout a commencé à se professionnaliser de soi-même. Bah, c'est normal, quoi. Tu vois, au fur et à mesure que tu avances. Et c'est assez marrant de voir le côté amateur qu'on avait et le côté beaucoup plus pro qu'on a maintenant, et que justement, non seulement nos amis, mais connaissances ou autres commencent à ressentir en travaillant avec nous. Ça. Et c'est très ça apporte énormément de reconnaissance, c'est vraiment chouette. Mais donc oui, c'est pas mal de discussions autour d'une table pour se mettre d'accord. Et surtout, on nous a toujours dit aussi, discuter bien de tout, sur tous les sujets ensemble, parce que le jour où il y a des questions d'argent qui sont en jeu, ça peut péter et ça peut être très douloureux. C'est toujours le sujet le plus amitiés, sensible, je pense, tout à fait. Dès que tu as de l'argent en jeu. Et là, du coup, on a toujours tout mis très bien sur la table et remis sur la table pour faire évoluer les choses. Par exemple, au début, on avait des répartitions de budget ou des répartitions entre nous de parts qui sont différentes de maintenant parce que le projet a évolué. Avant, on était dans une optique d'intégration aussi. On était passé donc de 4 à 3 pendant un long moment. Donc, on a eu pas mal de phases pour essayer d'intégrer des nouvelles personnes. Et là, on remarque le fait de ne pas partager une vision dès le début et d'avoir commencé le projet avec nous change extrêmement un peu la donne. Et ce qui fait que pour l'instant, ça a toujours été des échecs, tellement on fait des efforts d'incorporer quelqu'un en plus. Mais je pense qu'à partir du moment où, quand tu veux entreprendre, si tu es tout seul, c'est très compliqué. 2, 3, je pense, c'est l'idéal. Et 4, je pense que ça commence à devenir un peu partir en couille. Tu as raison, tout à fait. Je trouve aussi, c'est vrai, et c'est justement notre dernière conclusion, c'est que la 4e personne qu'on voulait implémenter justement ici était super chouette justement, et on était vraiment motivés, mais en se rendant compte tous les deux, donc cette personne-là et nous, qu'au final on risquait quand même de diverger parce qu'on n'avait pas trop le temps de retransmettre cette vision ou autre, et que cette personne avait justement trop de projets, donc c'est pas possible. Ça nous a permis vraiment justement de nous rendre compte, tiens, mais en fait c'est vrai que 3, au final c'est quand même peut-être plus facile d'être 3 mais fonctionner beaucoup plus avec des externes qui nous aident ou qui bossent sur le côté, et pour garder justement ce côté facile de décision, de vision, de rencontres, surtout des réunions à 4, c'est parfois plus dur à calquer. C'est plus chaud, quoi. Tu dois tout coordonner et tout. C'est vraiment beaucoup plus facile, et on le sait parce qu'on faisait déjà pas mal à 3. C'est vrai que ça change pas mal. Mais c'est intéressant ce que tu dis, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est « mieux vaut louer l'or que d'acheter l'argent ». T'as pas besoin de recruter quelqu'un, tu peux tout à fait prendre quelqu'un en freelance qui t'aide de temps à autre. Ça vaut beaucoup mieux que absolument chercher à avoir un membre en plus dans ton équipe, quoi. Mais c'est dur parfois à s'en rendre compte, tu vois. Genre, tu sais oui, c'est ça, tu dois prendre le recul pour tu vois, genre quand je trouve, ici on le remarquait souvent, on était tellement dans le côté pratique que parfois on ne faisait pas développer la boîte comme elle le devrait. Par exemple, niveau marketing, on n'a quasi jamais rien fait parce qu'on n'en a pas spécialement encore assez besoin. Enfin, on n'en fait pas un besoin primaire. Et donc il y a plein de choses en fait qu'on laisse un peu de côté parce qu'on n'est que dans le côté pratique, parce qu'on n'a pas le temps. Et ce temps-là, donc par exemple pour avoir des discussions sur une vision commune ou autre, il faut réussir à le dégager. Et pour réussir à le dégager, une des solutions qui apparaît un peu le plus facilement, c'est genre d'essayer d'intégrer une nouvelle personne. Sauf que c'est clair que après plusieurs fois, quand tu vois que c'est complexe, tu te dis c'est vrai qu'à 3 ça peut être le cas, mais genre il faut qu'on fonctionne plus alors avec des externes, donc autrement. Voilà. Et donc justement là tu parlais du temps, vous vous êtes lancé pendant vos études, donc des études ça demande quand même pas mal d'engagement, tu as une vie sociale à côté, et en plus de ça vous organisez des événements pour les autres. Comment tu fais et comment vous avez fait niveau agenda? Niveau agenda, je dirais que donc, notre politique ça a toujours été entre nous, pas avoir spécialement mettre le même temps, mais que chacun mette le temps qu'il puisse mettre dans le projet. Ça, c'était important. Donc, par exemple, Vincent, donc un autre de nos membres, est clairement le plus actif. Il est sur tous les fronts, par exemple, il se donne corps et âme à ce projet. Arnaud, qui est le troisième du coup, lui aussi se donne vraiment beaucoup, moi un peu moins, par exemple. Juste à ce niveau-là, je préfère faire un peu plus, par exemple, tout ce qui est gestion qu'énormément ce côté pratique. Que les autres font beaucoup plus et qu'ils bossent plus que moi au final. Et même moi, ça me permet par exemple justement d'être en côté à projet, d'être coach, de faire pas mal d'activités à côté. Après, la vie sociale, c'est clair que c'est pas toujours évident, on le remarque quand même tous les 3, parce qu'avec une activité comme ça, où tu bosses souvent en semaine, les vendredis soirs très, très fréquemment et tous les samedis aussi, ça te limite pas mal, quoi. Mais ça doit être chiant parce que tu vois la vie sociale des autres,
et la tienne en pâtit un peu, quoi. Ou est-ce que ça t'aide quand même à rencontrer pas mal de gens quand tu es sur les événements? Ouais, c'est ça. Au final, je crois qu'on y trouve tous notre compte et c'est pour ça qu'on continue, parce qu'au final, notre vie sociale, on la voit à nos événements. On en a tous une à côté. Moi, un peu moins, par exemple, parce que je fais beaucoup d'activités, donc j'ai assez peu de vie sociale. Mais les autres, on garde quand même une très bonne vie sociale. Okay. Et en soi, comme on s'alterne aussi entre les vendredis et samedis qui bossent la semaine ou autre, c'est pas toujours les mêmes. Et maintenant, justement, on va essayer de tendre encore plus avec des externes qui font qu'on va essayer d'alléger un peu ces plages horaires et faire justement, essayer d'amener petit à petit l'entreprise à travailler plus sur de la gestion et un peu moins sur de l'exécutif pour en tout cas les 3 collaborateurs. Ça, être moins sur le terrain, quoi. Mais après, ça va prendre vraiment du temps et on a commencé à l'implémenter. Et grâce justement au coach qu'on a eu, Vincent, de l'incubateur. Et en fait, justement, comme on a pris énormément de temps avant d'avoir un développement professionnel, on sait à quel point on a encore énormément à faire et on sait à quel point justement là c'est utile qu'on soit encore suivi par l'incubateur. Et c'est ça en fait au final, genre nous comme on connaît la réalité, on connaît une sorte de réalité de terrain et en même temps avec une sorte de maturité d'entreprise, mais à la fois on a encore énormément de choses à apprendre pour professionnaliser vraiment l'entreprise et remplir l'objectif pour l'instant qu'on ne remplit pas du tout, qui est d'en faire une entreprise viable. Chose qui n'est pas le cas. Vous n'arrivez pas encore à en vivre pour l'instant? On serait incapable d'en vivre pour l'instant. On se paye, je dirais, 200 € par mois par personne. Et typiquement, une semaine, pour avoir une idée, hein, ça vous demande combien d'heures, plus ou moins, toi par exemple? En calcul, on était venu à une grosse journée complète. Mais je dirais, en vrai, c'est plus 13-14 heures par semaine. Mais ça dépend des semaines. On a des semaines ultra chargées, surtout par exemple au mois de mars où il y a tous les balles et d'autres pas par exemple. Mais en fait, comme on réinvestit énormément dans la boîte, on calque ce budget justement pour pas se payer plus, mais juste parce que nous, ce qui nous fait avancer, c'est la passion en soi. Et c'est ce côté justement passion qui fait que c'est pas du tout un problème de travailler autant non plus. La passion du projet. T'as intérêt à aimer ce que tu fais, quoi. Oui, tout à fait. Comment est-ce que votre entourage a réagi quand vous commencez à vous lancer, puis quand ils voient que ça commence à devenir sérieux, etc., ça vous demande quand même de l'investissement? Comment vos amis, comment est-ce que votre famille réagissent? Comme je te l'ai dit tout à l'heure, nos amis et un peu la famille un peu moins, mais surtout les amis rigolent un peu, voient un peu ça de l'extérieur, se disent tiens c'est mignon comme projet. Quoi. Et puis quand on parle, en général, quand nous on en parle avec nos pères, on sait que qu'ils sont plus parfois le côté entreprise, pur et dur. On remarque ce côté un peu, on trouve ça aussi mignon ce que vous faites. Quoi. Enfin avant, et justement petit à petit, ces dernières années, je dirais l'année passée surtout parce qu'on a le plus grandi, on a commencé à avoir une vraie reconnaissance un peu de nos entourages, qu'ils soient amis amis ou famille. Et ça, c'est vraiment c'est vraiment très agréable de voir justement ce côté reconnaissance qu'on n'a pas toujours eu avant. Reconnaissance et en soi développement de l'entreprise. Quand nous, on voit qu'on fait plus 50% de chiffre d'affaires chaque année, c'est extrêmement motivant. Quoi. Ça montre à quel point en fait, on est en train de développer quelque chose d'assez énorme et assez étonnant pour ce secteur-là, vu que c'est un secteur, comme tu l'as dit, très concurrentiel. Donc là, on est en train de réaliser quelque chose de génial. Et on espère clairement continuer sur cette lancée-là avec l'aide justement de coachs. Où est-ce que tu vas chercher de l'aide justement pour les coachs? Est-ce que c'est vous qui avez été vers eux ou est-ce que c'est eux qui vous ont approché, qui vous ont dit « Ok, les gars, votre truc c'est bien, mais il y a moyen de le tourner dans quelque chose de beaucoup plus performant ». Donc, c'était un peu un mix des deux. On avait Arnaud de l'équipe avait rencontré Sophie Neu de l'incubateur et puis ils avaient discuté un peu et il avait présenté un peu le projet comme ça au cours d'une simple discussion et il avait dit mais tiens, passez une fois à 3 dans nos bureaux et on en discute une fois et pourquoi pas voir un peu une intégration future ou autre. Bon, après, comme on était en plein cours d'année, c'était fin de l'année passée en fait seulement et du coup on ne pouvait pas encore s'intégrer à l'incubateur. Mais par contre, ils nous ont très gentiment proposé de se faire suivre par un coach en attendant, donc Vincent Werbrook. Donc on a eu des réunions tous les lundis avec lui et c'était vraiment très qualitatif. Il nous a vraiment apporté une vision qu'on peut avoir justement par nos études en gestion, Vincent et moi,
mais qu'on n'arrive pas à voir tellement c'est un côté subjectif et nos études sont par exemple beaucoup trop basées sur l'international et tout ce qui est moyenne et petite entreprise, malgré qu'on ait eu esprit d'entreprendre comme option, ne nous aidait pas tellement parce qu'il n'y a pas assez de concret. Et donc là, par exemple, Vincent nous a montré à un moment une matrice qui mixait justement 2 matrices qu'on avait déjà vues lors de nos études et qui nous apportait du coup une solution par rapport à l'un de nos problèmes. Et c'était juste fantastique parce que on avait ce côté pratique qu'on pouvait du coup inscrire un peu dans la boîte et dans un côté stratégique qu'on n'avait pas eu avant. Mais tu as l'expérience aussi de ton coach qui est là, qui lui a un véritable bagage. Tout à fait. Et donc évidemment ça peut t'aider à développer ce que tu fais, quoi. Au début on se demandait tiens mais qu'est-ce qu'on va un peu faire, tu vois, genre qu'est-ce qu'on va un peu améliorer, parce que c'est vrai que justement tant que tu soulèves pas de problème, tu te rends pas spécialement compte qu'il y a des problèmes. Et là au final avec son aide justement on a su soulever pas mal de problèmes qui sont solvables, mais chacun a leur rythme. Certains prendront quelques années, notamment le problème d'en faire une entreprise viable. Par exemple, en fait, on a réalisé des comptes très précis du coup de ce que nous rapporte chaque service en fonction de tous nos coûts. Et c'est vrai qu'on avait déjà fait ça, mais parfois pas assez précisément, ce qui fait que tu te rends pas compte que en fait, tu gagnes pas, imaginons 13 € de l'heure quand tu fais telle prestation, mais tu gagnes 6 € de l'heure, par exemple. Et c'est vrai que quand tu t'en rends compte, parce que tu comptes strictement tout, ça te fait avoir plus les yeux... Ça, tu prends de la hauteur et tu vois vraiment l'entièreté de ton projet, quoi. Tu vas un peu voir comment fonctionne le moteur et tout, comment ça fonctionne. Parce qu'un des plus gros problèmes qu'on aura tous dans nos activités qui sont en fait des passions, c'est qu'en fait on réalise énormément de choses sans prendre en compte qu'il s'agit du travail. Mais c'est juste que comme on le fait avec passion, on ne le voit pas comme du travail et donc on ne le compte pas, quoi. C'est ça. Et donc ça fausse complètement tous nos résultats, toutes nos perceptions. Tu t'en tapes puisque tu aimes ce que tu fais, quoi. Mais sauf que c'est un problème parce que quand tu veux passer justement au stade supérieur, tu dois faire ces réflexions-là et tu dois faire ces calculs-là. C'est indéniable. En fait. Moi, ce que je trouve génial a priori avec ton business, c'est que c'est les gens qui viennent vers toi pour organiser les soirées. Donc au final, tu ne dois pas faire la démarche d'aller toquer aux portes pour vendre ce que tu fais. Ouais, c'est vraiment cool. C'est un truc en moins, c'est une charge en moins, quoi. Tout à fait. C'est ça, on a la chance d'avoir justement ce côté-là. Et parce que comme je te le disais, on ne fait pas de marketing. Oui, c'est ça. Les seules choses qu'on fait qui peuvent avoir un côté marketing, c'est les photos que je publie. Mais c'est ça, en fait, ça se fait tout seul puisque les gens sont identifiés sur Facebook. Donc ça fait un effet boule de neige. Après, maintenant, on a un peu moins d'effet à ce niveau, mais c'est vrai que notre bouche à oreille s'est tellement développée qu'on n'a pas spécialement besoin de ça. On a plutôt l'illusion qu'on n'a pas exactement besoin de ça, mais maintenant on sait qu'on en a besoin, par exemple, pour atteindre beaucoup plus les secteurs des soirées rallye, des mariages, des entreprises. Et donc ça, c'est un peu ces 3 secteurs-là, c'est nos gros secteurs en devenir, sur lesquels justement là il y a une concurrence. Une concurrence pas en termes de nombre, mais une concurrence elle est qualitative, je dirais, à laquelle on peut répondre en fait. C'est juste que par exemple, pour les soirées rallye, les gens fonctionnent énormément par la confiance et se dire, tiens, donc les soirées rallye, par exemple, c'est un organisateur, c'est un des enfants qui doit normalement organiser sa soirée, donc les parents vont l'organiser pour eux ou avec, et se dire, ok, moi j'ai pas d'expérience, mais je dois organiser ma soirée, ma grosse soirée de ma fille, par exemple, qu'est-ce que je fais? Ils regardent quel était le fournisseur, le prestataire d'autres soirées. En général, c'est As You Wish. Dans 80-90% des cas. Il y a Make It Pop. Et puis après, il y a Make It Pop qui fait, je dirais, les 20 derniers pourcents, les 15 derniers pourcents, et puis les 5 derniers pourcents, c'est plein de petites boîtes. Et le problème, c'est que Make It Pop fait quelque chose de très qualitatif, mais très cher. Mais le truc, c'est que comme ces familles ne sont pas spécialement au courant, je crois, qu'il peut y avoir d'autres services avec une très bonne qualité. On n'a pas toujours envie d'aller risquer justement de se dire tiens, ça a l'air qualitatif, mais je suis quand même pas prêt à me dire tiens, je ne vais pas payer ce surplus pour avoir de la qualité. Quoi. Et ça, c'est un risque justement, il va falloir commencer à, en tout cas, nous montrer une autre image de ça pour faire en sorte que... C'est pas évident, quoi. C'est pas évident du tout, parce qu'il faut rassurer les gens. Exactement. Moi, je serais face à ce problème, je ne saurais pas comment... ça, du coup, ça va vraiment être une question de marketing très, très spécifique.
justement en étant très proactif, par exemple dans nos contacts. Il faut que dès que quelqu'un nous contacte, on ait une perte de clients très faible. Donc c'est-à-dire que par exemple, dès que quelqu'un nous contacte, on est ce côté hyper rassurant, hyper proactif en disant tiens, on sait ce que c'est, parce que c'est le cas, on sait, on en fait des soirées d'activité, mais juste pas assez. Et on arrive à fournir un service qui est désormais très professionnel, mais qui ne l'était pas avant, et c'est pour ça qu'avant on ne faisait pas spécialement des soirées rallye. Et du coup, ça, les rassurer, leur donner ce côté sur lequel ils pourraient douter au préalable, et en leur montrant justement des précédentes réalisations. C'est vrai qu'il faut pouvoir en avoir la chance, quoi. Et pour ça, il faut qu'on soit contacté. Et c'est vrai que par exemple, dans ce domaine-là, on reçoit très peu de demandes. Par contre, en photo, moi, j'en reçois beaucoup plus. Et ça va être justement un vecteur d'entrée petit à petit. C'est juste qu'à ce niveau-là, ça prend pas mal de temps. Avant il faut de la patience, quoi. Exactement. Il faut de la patience. En fait, je pense que dans ce domaine, ceux qui résistent, ceux qui survivent, c'est ceux qui sont patients et qui sont vraiment résilients et qui attendent. Et qui montrent, qui dégagent une très belle image, justement. Et c'est pour ça qu'en fait, l'année passée, on a rechangé un peu tout notre site en mode un peu plus luxe, justement. On a rechangé notre logo en mode... Enfin, tout a une évolution beaucoup plus tournée vers nos futurs services, nos futures prestations, quoi. Par contre, les entreprises, ça c'est un secteur dans lequel on va pouvoir faire du marketing pur. Donc bêtement, imaginons des publicités Google AdWords. Ça c'est hyper important d'y être. Du sponsoring Facebook qui peut être par exemple plus ciblé dans le côté du zoning. C'est des choses qu'on va petit à petit mettre en place, mais pour lesquelles on a besoin d'aide. Je me suis un peu plongé dans ces outils-là, AdWords et Facebook, c'est ultra puissant, quoi. J'avais aucune idée de à quel point tu pouvais être spécifique et tout. C'est complexe, mais une fois que tu t'y es mis, tu te dis waouh, ok. Il faut utiliser ce genre d'outils si tu veux te lancer. Clairement. C'est hyper important. C'est vraiment tout dingue pour développer un projet. Le truc, c'est que la plupart, on l'utilise tous d'une mauvaise manière, sans s'en rendre compte en fait. Parfois, par exemple, sur Facebook, des gens peuvent dépenser 5 € pour une publication, pour avoir des likes, mais le but c'est pas d'avoir des likes, c'est d'avoir de la visibilité et du partage par exemple. Donc il faut hyper fort cibler, et c'est là que tu te dis que tout ne s'apprend pas aussi simplement qu'il n'y paraît, et que c'est pas pour rien que ce sont des vraies études aussi de faire du marketing, quoi. C'est ça. Et donc justement, tu apprends où toi les compétences dont tu as besoin? Tu tapes sur Google, formation, tu vas voir des gens qui savent faire ce que tu veux savoir faire. Comment tu t'y prends? À ce niveau justement, moi j'en ai fait mon mémoire. Du coup, moi, mon mémoire, du coup, par exemple, c'est quelle stratégie sociale digitale faut-il mettre en place pour développer au mieux une startup. Donc, c'est typiquement ça. Genre, tu dois créer un site. Enfin, typiquement, c'est un peu une sorte de guide. Genre, tu dois créer un site. Tu dois avoir un profil LinkedIn pour ta compagnie. Tu dois faire tu dois faire du référencement de tel référencement, tu dois faire tel truc de marketing ou autre. Et donc là, je suis en train de faire énormément de récolte de données sur tout ce qu'il faut au niveau marketing. Et comment faire ces choses au niveau marketing. Puis à côté de ça, ce qu'il existe aussi pour si on veut par exemple apprendre de nulle part, il y a une certification de Google, AdWords, mais il y en a une aussi qui est du marketing digital. Et ça va encore vite. Et ça permet d'apprendre énormément justement sur tout ça, sur tout ce qui est stratégie sociale et digitale, quoi. Ça, c'est vraiment un truc que je recommande. La donc certification Google digital, quoi. Mais ça, je l'ai faite, je pense qu'on parle de la même chose, je l'ai faite, c'est hyper bien parce que ça te permet de comprendre comment ça fonctionne. Après, il faut mettre les mains dans la plateforme en tant que telle pour la maîtriser, quoi. Tu connais la théorie, si je te parle de marketing digital, tu vas comprendre, mais c'est pas pour autant que tu seras capable de mettre ça en pratique. C'est de l'essai-erreur énormément. C'est ça. Et du coup, il faut un budget. Et quand tu te lances, tu l'as pas toujours ce budget. Non, c'est clair. Et c'est ça. Et c'est l'enjeu justement de mon mémoire, c'est un peu voir avec ton temps limité et le budget limité, qu'est-ce que tu dois faire et comment, quoi. Et donc ça, c'est un peu justement les bases que je vais soulever dans mon mémoire et pour lesquelles j'espère avoir de nombreuses interviews de startups et justement pouvoir leur transmettre à d'autres startups pour les aider parce que c'est un peu l'enjeu qu'on connaît tous et qui est au final extrêmement utile pour tout le monde, quoi. Mais ouais, c'est vrai que, en tout cas, quels que soient les domaines pour apprendre, c'est clair qu'Internet maintenant c'est un outil assez dingue. Et c'est juste qu'il faut énormément de patience pour développer des compétences dans tous ces domaines, quoi. Ça prend du temps. Quand vous organisez un événement, moi je me demande un truc. Comment tu fais pour qu'il n'y ait pas une connerie qui se passe? Et s'il y a une connerie qui arrive, comment vous la gérez? Au niveau assurance, il y a un problème, l'organisateur qui a fait appel à vous n'est pas content, il se passe quoi? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Et si ça vous est déjà arrivé, comment vous avez géré la crise, entre guillemets? En gros,
Donc de base aussi, je veux juste spécifier qu'en fait, on a une boîte d'organisation d'événements, mais au final, on fait quand même beaucoup plus que de la prestation. Ça nous arrive d'organiser, mais pas encore assez par rapport à ce qu'on voudrait. Par exemple, ça pourrait être chouette d'organiser des beaucoup plus gros événements en business, par exemple, ou n'importe, des cocktails ou autre. Ça, on va se diriger là-dessus un peu plus tard. Mais sinon, c'est vrai que quand on organise, donc pour les organisateurs, par exemple, qui ne sont pas contents, ça, on note tout dans un registre. On note un peu ce qu'ont pensé les clients de nos prestations. Et je dirais que des prestations avec des clients pas contents, on doit en avoir, je sais pas, 5-6 sur 300. Ok, donc ça reste minime, quoi. Ça reste 2%, ça reste vraiment minime. Et souvent, ces prestations pas contentes, c'est arrivé plusieurs fois, je dirais 2-3 fois, que ce soit pour des questions de DJ où en fait, c'est pas spécialement toujours le DJ qui était mauvais, mais une question d'avoir où l'organisateur spécifie pas assez bien ses attentes, et donc du coup, on n'est pas en phase exactement avec ce qu'ils veulent, quoi. Ici, par exemple, si on mixe à une soirée d'une dame qui fête ses 40 ans et qu'à cette soirée de 40 ans, elle a des amis qui viennent de partout, dont des Français ou autres, enfin, je veux dire, de partout. En Belgique et il y a d'autres pays, et ça crée quelque chose qui est une ambiance qui est très difficile à créer, où les gens sont tous très timides entre eux, donc ils vont très peu danser sur le dance floor, et donc la personne, parfois l'organisateur, quand il n'est pas très rationnel, peut se dire tiens, le DJ fait pas assez. C'est la faute du DJ si les gens dansent pas, quoi. Alors qu'en fait, au niveau DJing, on a acquis énormément d'expérience de par toutes nos soirées. Et on commence à avoir on a du coup eu cette chance d'avoir ce côté de proximité avec les gens et de savoir exactement ce qu'il faut passer à quel moment, et d'avoir justement, ce qui nous permet d'avoir un taux de satisfaction extrêmement élevé, quoi. Pour tout ce qui est problème plus important du style, on organisait une soirée justement au Bruyère et une soirée réto, l'un des élèves a cassé une porte. Du coup, on s'est arrangé avec lui, d'abord avec lui en interne pour qu'il rembourse la porte plutôt qu'aller directement voir la police. Donc ça se résout en interne assez facilement. On n'a jamais eu de problème plus grave. Donc au final, ça se passe en général assez bien. Tout se passe très bien, quoi. Tout se passe vraiment très bien. C'est juste que c'est clair qu'il faut mieux avoir une assurance pour au cas où une lumière tombe sur oui, c'est ça, c'est une lumière qui tombe sur quelqu'un. Ça peut aller. Vous aviez déjà ça au début? Non. Ça a pris du temps avant de l'avoir. Et vous étiez conscient qu'il pouvait y avoir ce genre de risque-là ou On était conscient, mais les risques en fait sont extrêmement faibles. Du coup, on s'était dit qu'on savait juste qu'on ne pouvait pas se le permettre. Donc c'est venu petit à petit. Après quelques années, on s'est dit tiens, il le faut, et voilà. Comme tu le disais, c'est la professionnalisation qui se fait. Tu développes et tu penses à certains aspects auxquels tu ne pensais pas avant, et tu en fais des priorités au fur et à mesure du temps, quoi. Puis un côté frustrant ici en start-up aussi, c'est qu'il y a toujours... pour notre cas, c'est que tu te dis toujours, tiens, après ça, on arrête d'acheter des choses parce qu'on a ce qu'il faut pour faire nos prestations. Puis au final, comme tu te professionnalises tout le temps, tu achètes tout le temps le matériel au-dessus, ou ce qu'il faut justement pour mieux ranger ton matériel, pour en prendre plus soin. Coller à l'ambiance qui est désirée aussi. Oui, tout à fait. Et tu as aussi intérêt à rester à la pointe, puisqu'il y a d'autres concurrents qui sont sur le marché. Donc, tu as intérêt à être actualisé, quoi, entre guillemets. Ça, par exemple, là, on hésite à, pourquoi pas, lancer un service de, tu vois, les drones portatifs qui font des selfies, par exemple, de lancer ça dans nos events ou autres, à voir, par exemple. On doit voir justement les budgets. Pour l'instant, les qualités des drones ne sont pas encore assez suffisantes que pour qu'on investisse dedans. Comment tu le fais passer dans la soirée aussi mais genre, tu vois, tu fais passer par exemple un smartphone spécifique avec le drone, géolocalisé d'office. Et par exemple, ça pourrait tout à fait marcher. C'est juste que pour l'instant, l'offre sur le marché n'est pas encore assez performante. Mais évidemment, il y a pas mal de choses qu'on fait un peu pour s'actualiser à ce niveau. Ok. Et vous avez donc lancé une structure plus officielle, mais ça a pris du temps. Ça a pris du temps, oui. Au début, vous ne faites pas vos prestations gratuitement. C'était du black. Comment vous faisiez il y a quelqu'un qui vient, ok, j'ai une soirée, mais vous n'avez pas de structure officielle derrière, ça se passe comment? Donc au début, ça a toujours été en black, sauf quelques prestations qu'on faisait passer justement par une autre, par des contacts à nous pour qu'ils les facturent. Et c'est ça en fait justement qui nous a poussé à passer en officiel, c'est parce qu'on commençait de plus en plus à bosser avec des entreprises, le Salon Royal, Decathlon,
Carrette ou autre. Il faut montrer, et aussi il faut rassurer les gens, quoi. Tout à fait, les rassurer, et au final, c'est normal d'avoir une structure à son propre nom. Et toutes les écoles, on ne pouvait pas prester spécialement pour eux si on ne passait pas en officiel. Donc là, au final, on est passé en officiel et on est hyper content d'avoir fait ce changement. Mais c'est clair que tu ne peux pas décider de te lancer en officiel directement. Ah oui, tu ne sais pas si ça marche. Tu ne sais pas si ça marche. Et je me rappelle en fait de ma première interview pour le statut d'étudiant entrepreneur, quand justement on n'avait pas encore ce statut. Et le jury limite me riait au nez en mode « Quoi, vous n'avez pas de structure juridique ?» Mais en mode genre, pour eux c'est l'évidence, ils sont formés, ils sont formés, ils savent très bien ce qu'il faut ou autre. Mais eux ils le voient du point de vue, on va créer une structure juridique, on a établi notre plan financier, etc. Et ensuite on crée quoi. Mais ça marche plus comme ça. C'est ça marche pas spécialement comme ça. Et quand ils me riaient au nez, j'étais en mode mais vous vous rendez pas compte, c'est juste pas aussi simple que ça. Genre tu lances un projet de nulle part, mais il vaut clairement mieux tester la demande, voir si ça marche, et puis ensuite tu l'officialises. Il y a de toute façon pas de problème à faire ça, je pense, vu que les risques sont très faibles. Au final, tu risquais quoi? Et c'est ça, on parle de budget tellement faible au final que c'est pas spécialement un secteur que tu as envie d'aller tout d'un coup aller checker qu'est-ce qui se fait en black ou autre. Évidemment, maintenant, c'est important de l'être quand on parle de plus gros montants et c'est pour ça que là, on le fait en officiel. Mais à ce moment-là, pas du tout. Et genre, quand tu lances une entreprise, il faut se dire que quand tu n'as strictement aucune connaissance dans aucun domaine, aller chercher en plus les compétences juridiques, ça, c'est vraiment des domaines les plus pointilleux et c'est vraiment le côté plus dur, quoi. Non, ça c'est vraiment ça, c'est chaud quand même. C'est compliqué de lancer une structure officielle comme ça ou ça se fait facilement? C'est assez stressant en fait. Du coup, tu passes jamais vraiment le pas. Enfin, je sais qu'on était par exemple sur l'idée de passer à cette structure officielle depuis plusieurs années, mais c'est juste que t'as pas de compétences et c'est un côté qui fait peur de se dire. C'est du vrai quoi. Ouais, c'est du vrai, mais à la fois les infos sont pas assez disponibles. J'ai l'impression que c'est hyper dur quoi. Moi, je rencontre quand même pas mal de gens qui lancent leur boîte, mais c'est toujours pas clair pour moi, je sais pas où est-ce que je dois aller, quelle est la procédure, etc. Il y a des conseillers à l'UCM, je crois, mais genre, sinon, c'est assez dur à trouver. Mais genre là, par exemple, je viens de trouver enfin, genre, quand j'ai une fois marché dans les bureaux de l'incubateur, je suis enfin tombé sur un document qui était génial, qui reprenait genre toutes les structures juridiques avec combien ça coûte, quelles sont les implications et autres, mais tout ça en un schéma A3 et je trouvais ça juste dingue. C'est parfait quoi. Mais quand tu cherches sur le net, même sur tous les sites d'aide belges, tu trouves rien du tout. Et c'est un énorme problème parce que du coup, tu n'aides pas du tout justement ces petites entreprises. Oui, c'est ça. Après, si tu penses à aller direct sur la Smart, par contre, sur smart.be, là, je crois que ça peut être un gros atout. Smart.be, ils font quoi? Ils fournissent pas mal de conseils en fait pour tout ce qui est petites donc personnes physiques, petites entreprises, petites activités en fait. J'ai commencé à me renseigner assez tard par rapport à ça en fait, mais ils sont vraiment là pour aider. C'est vraiment une fédération un peu genre de plein de travailleurs et genre chacun y met du sien un peu. C'est un peu pour soutenir justement tout ce qui est les petits projets et les indépendants. Pas mal. Mais c'est clair que en fait, toutes les structures sont beaucoup trop vagues en Belgique et sont pas assez claires et ça aide pas du tout à la création d'entreprise. Après, ça étonne pas pourquoi. Enfin, ça ne m'étonne pas après quand tu sais qu'il y a autant de blagues qui se fait. Qu'on a un des pays où il y a autant de blagues. Rien n'est clair et puis même toutes les structures pour les créer, c'est quand même. On est en retard. Tu trouves qu'on est en retard par rapport à d'autres pays? Est-ce que tu t'es un peu renseigné par? Je connais pas assez. Je pourrais pas comparer avec d'autres pays, mais après. D'office que dans les pays les plus performants au niveau start-up, il y a l'accompagnement juridique ou autre qui est complètement différent. Quoi. Mais rien qu'avoir un site clair avec les infos, les données, ça devrait tout changer. C'est ça. En fait, parce que les infos, elles sont là sur les sites belges, mais tu connais pas toujours très bien les étapes d'après, tu sais pas toujours... il pourrait y avoir par exemple des exemples de statut surtout. C'est ça. Mais bon, après ça, c'est enlever aussi le boulot des notaires. Donc c'est aussi quelque chose, le truc c'est que quand tu lances une start-up, tu n'as pas toujours de quoi aller passer chez un notaire. C'est ça. C'est comme chez un comptable aussi, tu n'as pas toujours de quoi dépenser plus d'1 millier d'euros par an pour aller chez un comptable, alors que tu as une comptabilité qui au début est assez simple. Bon, après par contre, pour notre comptabilité, maintenant ça devient quand même quelque chose d'assez sérieux. Mais quand tu peux de toute façon pas te le permettre, justement parce que tu n'as pas le budget, là tu développes ces compétences hyper spécifiques dans ce domaine-là. Quoi. Mais il y a moyen parce que c'est une question d'effort. Quoi. L'UNIF t'a aidé à développer ces compétences ou pas du tout? Je dirais que très peu. Ouais. Après, j'ai toujours été un élève très peu assidu au cours.
justement parce que je voyais, je voyais ce côté très peu pédagogique en fait de l'université. Ce qui fait qu'au final, j'adore lire et étudier mes cours. Donc au blocus, quand je les découvre, je trouve ça génial. Oui, j'ai la même chose. Parce que c'est des cours, tu fais ces études pour ça, parce que c'est des domaines qui t'intéressent. Et ce qui est génial quand tu as une start-up ou un projet à côté, parce que c'est pas d'office une start-up, tu peux avoir un gros projet. Je pourrais être à la LSM Conseil et me dire, tiens, mais tout ce que j'étudie là, je peux faire plein de liens avec, genre mon projet et c'est génial. Et là, du coup, par exemple, à chaque fois que j'étudie avec un syllabus, je mets mon GSM à côté sur Wunderlist, qui est un logiciel de tâches, et je rajoute à chaque fois toutes les idées qui me passent par la tête en étudiant, quoi. Et ça, c'est vraiment un moment fantastique parce que tu chopes des idées que tu n'aurais jamais sans lire ces choses-là, parce que ces cours contiennent des informations très pertinentes, mais que sans mise en pratique, elles ne le sont totalement, pas du tout, quoi. C'est ça. Et du coup, je dirais que les études m'aident à ce niveau pour avoir des nouvelles idées, parfois pour des matrices au niveau gestion ou autre, mais sinon très peu. Faut mettre en pratique. Ouais, il faut mettre en pratique. Parce que tout, et comme je te le disais, tout est basé sur l'international, quasi dans nos études, quoi. Il n'y a que, justement, la mineure, esprit d'entreprendre, et puis CPME, qui répondent vraiment à ce côté-là, qui ont vraiment les pieds sur terre, en fait. C'est les rares, c'est vraiment... Mes premiers cours en esprit d'entreprendre ont été vraiment mes premiers cours où tu as l'impression d'avoir un esprit... les pieds sur terre, où tu as des cours... C'est du vrai, du concret. Tu rencontres vraiment des entrepreneurs qui viennent en classe, qui exposent leurs entreprises, etc. Et c'est une réalité complètement différente que d'avoir un patron d'entreprise international qui vient et t'explique plein de trucs où tu t'en fous au final parce que tu ne seras pas destiné d'office à bosser dans une grande entreprise. Oui, c'est ça. Tu as toujours voulu entreprendre ou ça t'est venu comme ça, c'était un peu tombé comme ça du ciel? Je pense pas du tout que j'ai toujours voulu entreprendre. Maintenant, par contre, c'est une nouvelle réalité. Mais par contre, je me suis toujours impliqué dans énormément de projets, ce qui est au final une autre sorte d'entreprendre, quoi. Juste que du coup, je m'étais pas dit au sens propre, tiens, j'ai envie d'entreprendre en entreprise. Enfin, en entreprise. Voilà, mais genre maintenant, par contre, ça devient une réalité. Donc là, plus tard, je lancerai une deuxième start-up d'office. Après, à voir s'il vaut mieux bosser quelques années quand même dans une grande entreprise ou pas. Ou lancer justement ce projet quand tu as encore ce côté un peu insouciant et super et avec énormément de motivation, mais sans avoir trop d'implication au niveau financier, par exemple. C'est ça. Parce que plus tard, imaginons, tu as un logement beaucoup plus important à payer ou autre. Voilà. Là, tout d'un coup, si tu arrêtes parce que tu veux faire une start-up, tu es beaucoup plus limité. Tandis que si tu finis tes études, tu sais très bien encore jobber, soit t'as moins de responsabilités, soit dans un code ou n'importe. Ça, c'est beaucoup plus faisable. Mais à voir, c'est vrai que c'est pas mal de. Faut faire le choix. De balance. T'as des modèles, des entrepreneurs qui t'inspirent, des figures, J'avoue ne pas en avoir. J'aurais pu en avoir si justement on était beaucoup plus passé sur un système de start-up classique qui fait un business model, etc. Et genre, du coup, tu te renseignes pas mal sur les choses autour de toi. Et c'est clair, genre par exemple, si je venais de l'incubateur et que je lançais mon projet en même temps que j'intégrais l'incubateur, évidemment, alors là, j'aurais des... C'est ça, tu aurais tes coachs, tu aurais des gens... et tu as des gens qui deviennent tes modèles et tu es en mode, putain, waouh, c'est génial, et tu découvres plein de trucs. C'est juste que nous, maintenant, on découvre d'autres choses, d'autres réalités. On arrive à la question de la fin. Sur ton parcours de jeune entrepreneur, c'est quoi la chose que tu as apprise et la chose que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui voudrait se lancer aujourd'hui? Justement, je viens d'en parler encore avec une amie récemment. La chose la plus importante, c'est vraiment de se dire que n'importe quel projet, ça peut fonctionner et que c'est pas une question d'idée. Et ça, je le ressors aussi justement de mes études, que c'est pas juste une question d'idée. Tu n'es pas obligé d'avoir une idée géniale, d'être hyper innovant ou autre. D'ailleurs, ici, ce qu'on fait, c'est pas spécialement innovant. On internalise des services, chose que peu d'entreprises font sur notre marché, mais c'est pas spécialement innovant. Mais par contre, c'est une question d'implication. C'est une question de le vouloir, de donner tout ce qu'il faut pour et d'y croire, quoi. En y croyant, mais sans être borné, sans se voiler la face. Il faut être très ouvert, être très ouvert au conseil, c'est ça, extérieur, au point de vue extérieur, tout le temps se remettre en question pour mieux se développer, en fait.
Et c'est vrai que si les moments où justement on remarque qu'on est plus basé sur le côté pratique et sans se remettre en question, c'est les moments où justement on progresse le moins, quoi. Et du coup, vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est juste croire et que tout projet peut être possible s'il est bien analysé, bien mis en place et surtout fait avec motivation, quoi. Okay. Et c'est comme tu l'avais dit, à plusieurs, c'est mieux. Seul, c'est en général un peu plus complexe. Ouais. Et ensuite, c'est ça, c'est quand tu fais à plusieurs, c'est avoir la même vision, quoi. Ok. Je pense que c'est ça. Si demain je fais une soirée, où est-ce que je trouve Exclusive Event? Où est-ce que je vous contacte? Donc, en général, les gens nous contactent soit sur notre page, soit sur notre site. On est très bien référencé de manière générale, donc, de manière générale, depuis un an, quoi. Et donc, tu nous trouverais assez rapidement sur le site. Ouais. Ok, super. Merci Benjamin. Avec plaisir. Merci à toi.